Alors, on attaque maintenant le cas de la dimension 3, hein. Après avoir attaqué le cas de la dimension 2, il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Vous allez voir pourquoi. Parce que, donc on va prendre phi, une isométrie, hein, en dimension 3, donc une isométrie vectorielle, là, hein. On sait que phi, c'est un endomorphisme normal. C'est pas extraordinaire quand même, normal, parce que on veut garder le côté réel de phi, alors que normal, ça va nous servir si on se plonge dans C, c'est-à-dire qu'on va avoir une base unitaire qui va le diagonaliser. Mais quand même, on va en tirer quand même quelques petites choses. Par exemple, que le spectre de phi, on a vu que c'était dans S1. Ce sont des nombres réels ou complexes de module 1. Voilà. Mais ça, c'est dans C. Ce qu'on peut récupérer, c'est que si f est stable par phi, un sous-espace évidemment, alors f orthogonal est stable normalement par phi étoile, c'est-à-dire par phi transposé, mais phi transposé c'est phi moins 1, donc f orthogonal est stable par phi. Donc f stable par phi est équivalent à f orthogonal stable par phi. Donc ça c'est bien. Alors là maintenant, on a la chance d'être en dimension impaire. Ça veut dire que le polynôme caractéristique, il est de degré 3, impair. Et donc il a forcément, comme il est réel de degré 3, il a forcément une racine réelle, ça c'est bien connu. Donc ça veut dire que phi possède une valeur propre réelle. Maintenant, mélangé avec le fait qu'elles sont de module 1, ça veut dire qu'il va y avoir une valeur propre 1 ou moins 1. Ou les deux, hein, évidemment. Hein. Mais... Alors, supposons qu'il y ait une valeur propre 1. Ça veut dire qu'il y a un vecteur propre pour la valeur propre 1. Donc, un vecteur non nul, tel que phi de v, est égal à v. Et donc, maintenant, je vais pouvoir appliquer que l'orthogonale est stable par phi. Mais l'induit de phi sur l'orthogonale, qui maintenant est de dimension 2, on l'a déjà classifié, puisqu'on a fait, c'était l'intérêt de classifier d'abord la dimension 2. Ce qui va faire que dans une base orthonormée, on va pouvoir écrire la matrice de phi sous la forme 1, là, en commençant par ce v, 0, 0, et là on va avoir ce sous-espace stable, on va avoir des zéros là, et ici on va avoir un induit de dimension 2, hein, donc ici on va avoir soit Rθ, soit Sθ. Mais Sθ, on sait que c'est semblable à 1, moins 1, hein, la diagonale 1, moins 1, ça on l'a vu. Donc finalement, ça veut dire que dans une certaine base orthonormée, on va avoir cette matrice-là ou celle-là avec 1, 1 et moins 1. Maintenant, s'il existe V tel que phi de V égale moins V, en fait ça va être l'un ou l'autre, attention, ou les deux à la fois, hein, c'est pas disjoint. D'ailleurs, vous voyez ici qu'il y a 1 comme valeur propre et moins 1 comme valeur propre, donc c'est pas incompatible. Mais là, on a un vecteur non nul tel que phi de v égale moins v. On va le prendre comme premier vecteur de la base, ici. On va avoir un orthogonal stable, donc en dimension 2, on va avoir Rθ ou Sθ. Et Sθ, je peux le remplacer sans mal par 1 moins 1, en diagonale. Et donc, ici, qu'est-ce que je retrouve? Ici, je vais avoir ce qu'on va appeler une symétrie rotation, hein, on va en discuter, et ici on va avoir, finalement ça fait double emploi avec lui, parce que vous voyez que ça c'est semblable à, je mets le 1 ici, donc je fais une petite transposition dans la base, ici je mets mon 1 ici, et ici je vais avoir moins 1, 0, 0, moins 1, et donc je reconnais R pi, d'accord, Rθ pour θ égale pi, puisque ça va être la rotation d'angle pi. Voilà ce qu'on va avoir. Maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, parce qu'il y a des doublons, vous voyez, et donc on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc on va regarder des cas disjoints. Le cas où le déterminant de phi est égal à 1, c'est-à-dire phi est dans O3+, puis quand phi est dans O3-. Alors, dans ce cas-là, on va avoir forcément, on l'a vu, quelque chose de cette forme-là, hein, 1, 0, 0, 0, 0, Rθ. Si θ est différent de 0, on va avoir, donc ici, on avait vu, hein, si θ est différent de 0, ici, les valeurs propres, c'est exponentielle de iθ, exponentielle de moins iθ,
et donc il n'y aura pas de valeur propre 1. Je vous rappelle que vu qu'on est en train de chercher des isométries affines, au final, on a besoin de sélectionner et de bien déterminer si 1 ou pas est valeur propre, et avec une multiplicité. Donc ici, on a 1 qui est valeur propre simple, et ce qui veut dire qu'on va avoir un axe, et ça, on voit bien que c'est un axe de rotation, hein, puisqu'on va avoir l'axe ici, qui va être stable, et puis sur l'orthogonale, on va avoir une rotation d'angle θ. Maintenant, si θ égale 0, bah, c'est tout simplement l'identité. Voilà. Maintenant, det phi égale moins 1. Alors dans ce cas-là, on va avoir moins 1 avec un rθ. Maintenant, toujours pareil, on veut savoir si... alors, si on a un sθ, eh ben, on est dans le premier cas, hein, ça on l'a vu, donc c'est pas la peine. Donc, si le déterminant de phi est égal à moins 1, on a moins 1 et rθ. Soit rθ, θ égale 0 modulo de pi, dans ce cas-là on a l'identité. Ben, vous voyez qu'on a l'identité sur un plan et moins 1 sur l'orthogonale du plan, donc c'est exactement l'idée qu'on se fait d'une symétrie orthogonale par rapport à un plan, donc une réflexion plane. Et ici, on va avoir moins 1, 0, 0, 0, 0, rθ avec θ différent de 0 modulo de pi. Et on voit qu'il s'agit, alors on va appeler ça une symétrie rotation. Si vous voulez, vous avez une symétrie, d'accord? C'est le produit de cette rotation-là, d'accord? Par la symétrie, on va dire, hein, si on multiplie ici moins 1 et là je mets 1 là comme ça, vous faites le produit de ça et de ça, ça commute. Donc ici vous avez une symétrie plane, là vous avez une rotation, d'accord, hein, donc on voit bien la construction du truc. Et en plus, ces deux matrices, elles commutent. Donc voilà comme on peut le voir. Hein. L'axe, il est important de noter que l'axe de la rotation est orthogonal au plan de la réflexion ici. Voilà. Donc on est tombé sur, bah voilà, on a terminé la classification. Alors maintenant on peut attaquer les isométries de A3. Bon, bah, comme ce sont des isométries affines de A3, bah, l'endomorphisme associé est une isométrie vectorielle. Donc maintenant, si le déterminant de phi est égal à 1, alors il faut bien regarder 1 comme valeur propre. Bah, ici, on a 1, ici on va avoir I3, donc on sait que c'est les translations, ou l'identité, hein, une translation de vecteur non nul, ou l'identité, de toute façon dans les deux cas, une translation. Maintenant, si θ est différent de 0, bah, on va avoir 1, et on va avoir un axe propre. Donc soit on a un point invariant, et dans ce cas-là, on a tout l'axe qui est invariant, et c'est exactement l'idée qu'on se fait d'une rotation par rapport à un axe, ou alors on va avoir une rotation, donc la même rotation, mais composée avec une translation qui est de vecteurs sur cet axe-là, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un vissage, parce qu'on va faire une rotation et on va remonter, ou redescendre si vous préférez, selon l'axe de la rotation. Donc ça, c'est un vissage. Voilà. Maintenant, si le déterminant de phi est égal à moins 1, eh ben, on est ici. Donc là, 1 est valeur propre. Comme 1 est valeur propre, on va avoir deux cas. Soit, eh ben, il existe un point invariant, et dans ce cas-là, on va avoir tout le plan qui sera invariant. Donc on aura exactement l'équivalent, si vous voulez, affine du phénomène vectoriel de réflexion. Donc c'est une réflexion plane. Mais s'il n'y a pas de point invariant, et ben dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle une symétrie glissée. Donc on va avoir exactement la même symétrie, mais, qu'on vient de voir, mais composée dans un sens ou dans un autre, ça commute, par un vecteur qui est sur le plan de la symétrie. Donc vous l'imaginez très bien, hein, vous avez votre plan comme ça, vous avez votre point, vous regardez l'image, vous symétrisez et vous glissez le long d'un vecteur qui est sur le plan de la symétrie, donc vous êtes parallèle au plan de la symétrie. Voilà. Maintenant, si on est dans ce cas-là avec θ différent de 0, alors là, il y a
Donc vos valeurs propres, c'est moins 1 exponentielle de iθ exponentielle de moins iθ. Et donc 1 ne figure pas, comme θ est différent de 0, 1 ne figure pas parmi les valeurs propres. Donc on sait qu'on va avoir un point fixe unique. C'est ce qu'on appelle les IPFU, les isométries à point fixe unique, que vous pouvez appeler les symétries rotation, ce qui veut dire que ça ne change rien à ce qui se passe en vectoriel puisqu'on a un point fixe. Voilà. Donc maintenant, on peut conclure en termes de classification par invariant. Soit il n'y a pas d'invariant, c'est l'ensemble vide des invariants. Vous vous rappelez que c'est toujours un sous-espace affine des invariants ou l'ensemble vide. Donc ici, vous avez l'ensemble vide invariant. Donc là, vous avez les translations de vecteurs non nuls, vissage et symétrie glissée. Donc c'est à chaque fois qu'on a eu 1 comme valeur propre, d'accord, ici. Soit alors vous avez un point invariant. Un point invariant, ça veut dire que 1 n'est pas valeur propre. La seule possibilité, c'est ici. Donc c'est l'IPFU. Soit alors vous avez un plan invariant. Ça veut dire que 1 est valeur propre double, forcément, et qu'il y a un invariant. Donc la seule possibilité, c'est ici. C'est une réflexion plane. Et tout l'espace invariant, ben, c'est forcément l'identité. Voilà, la classification est terminée. Alors, ceux qui voudraient aller plus loin et savoir, au-delà du programme, qu'est-ce qui se passe pour n, donc vous voulez regarder les isométries affines pour n quelconque, donc finalement les isométries vectorielles, et regarder les valeurs propres, et quand est-ce que 1 apparaît comme valeur propre. Bon, eh ben, c'est facile de voir que si A appartient au n, alors A est semblable, dans une base orthonormée, à une matrice de cette forme-là. Donc vous mettez des 1, vous mettez des moins 1, et vous mettez les matrices de rotation Rθ. Vérifiez que c'est vrai pour n égale 2 et n égale 3, d'après la classification qu'on a déjà faite. Ici, vous avez, pourquoi c'est vrai, vous avez plusieurs manières. Alors les θi, je les prends différents de 0 modulo de pi, pour pouvoir laisser libre champ ici, et puis aussi modulo pi, pour avoir aussi libre champ pour les moins 1. Alors, pourquoi c'est vrai? Vous pouvez l'aborder de la manière suivante. Vous regardez dans C, parce que là on est dans R, c'est R semblable ici, mais dans C, vous plongez dans C pour pouvoir utiliser le théorème des endomorphismes normaux. Et là, vous avez une base unitaire, d'accord? Et ensuite, ici, vous avez des éléments de la forme exponentielle de iθ, donc vous prenez 1 et moins 1 à part, et après vous mettez exponentielle de iθ en couple avec exponentielle de i moins θ, et ça va vous faire, ça va vous faire quelque chose de semblable à une matrice de la forme Rθ. Donc c'est juste le fait que quand vous avez ceci, d'accord, moins iθ, ça c'est semblable à Rθ. Voilà. Et ensuite, il faudra rajouter une petite chose. Quand deux matrices réelles sont C semblables, alors elles sont R semblables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors tout ça, vous pouvez le voir, encore une fois, dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie. Le chapitre 3, le chapitre 5 aussi. Voilà, vous trouvez ces choses-là.